Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on tente un peu d'optimisme. Le Figaro, chômage, ces réformes qu'on n'a pas essayées. Les Échos, chômage, le rapport qui donne encore de l'espoir. Puis on cherche des solutions, libération, vote obligatoire. Et si on essayait? On s'adapte aussi aux nouvelles problématiques. Le Monde, l'offensive budgétaire de l'armée contre Bercy. Mais dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet nous explique les problèmes posés par ce nouvel usage de l'armée de terre pour des opérations de surveillance du territoire. Armée, le retour coûteux des gros bataillons. Et puis partout, ces visages de Népalais dévastés ou de Français disparus, le Midi libre, Népal, le chaos. Natacha, il est une nouvelle fois à la une de l'actualité ce matin, le chômage. Bah oui, évidemment, comme le résume Hervé Favre dans La Voix du Nord, on peut triturer les chiffres dans tous les sens, la réalité est cruelle. La France reste à l'écart de la reprise de l'emploi observée dans toute la zone euro. Alors on trouve les censeurs, Yann Marek dans le Midi libre, François Hollande n'est pas l'architecte dont la France a besoin, c'est au mieux un chef de chantier. Et puis les indulgents, Patrick Louis dans La Dépêche du Midi, Père Noël, faiseur de miracles et manipulateur de baguettes magiques mis à part, personne ne peut aujourd'hui oser proposer un remède fulgurant. Évidemment, pour oublier le présent pas reluisant, il faut se tourner vers l'avenir. L'opinion s'amuse de la communication de François Rebsamen autour d'une enquête prospective. 800 000 emplois à pourvoir d'ici à 2022, ça fait rêver. Bon, 80% relève de départ en retraite, mais au diable l'avarice. Le Figaro, pour sa part, choisit d'avancer des propositions pour ne pas laisser le dernier mot à François Mitterrand et son « on a tout essayé ». Passons sur celle du patron du MEDEF, des contrats à 80% du SMIC pour les chômeurs de longue durée, complétés par les aides publiques. On devine que ça pourrait coincer. Mais les autres parlent essentiellement de formation, notamment pour ceux qui en ont vraiment besoin, les chômeurs, les jeunes non qualifiés, et puis d'apprentissage aussi. Un boulanger rappelle que pour faire travailler un apprenti le dimanche ou la nuit, convenez que ça arrive en boulangerie, il faut demander une dérogation à l'inspection du travail. Mais l'article qui nous parle le mieux du chômage en France, il est en fait quelques pages plus haut dans le Figaro. Une enquête sur l'explosion des travailleurs détachés dans le bâtiment. Plus 780% en 10 ans. Marie-Cécile Renaud décrit ces chefs d'entreprise qui trouvent tous les jours dans leur boîte mail des dizaines de propositions pour employer des ouvriers d'Europe de l'Est. Et s'ils râlent trop, on vous les change en 24 heures, c'est formidable. Pire, ce sont les chantiers publics, ceux qui utilisent l'argent du contribuable, qui en emploient le plus, parce que les donneurs d'ordre appliquent aveuglément la règle du mieux-disant. Le ministre ne prévoit pas d'ailleurs de création d'emplois dans le bâtiment. Autre information dans cette revue de presse, Natacha, elle est signée Mediapart. Oui, bien sûr, et tout le monde se précipitera sur les révélations concernant un éventuel compte en Suisse de Jean-Marie Le Pen. Alors on y parle société offshore, enrichissement personnel du fondateur du FN à hauteur de 1 127 000 € sur la période 2004-2009, tête haute et main propre. Mais il faut lire aussi sur Mediapart l'article signé Mathieu Magnodex. Ça n'a rien à voir, mais c'est passionnant. Ce sont des révélations de la presse allemande. L'Allemagne aurait espionné des entreprises et des personnalités françaises pour le compte de la NSA américaine. Le parti allemand Die Linke demande même l'ouverture d'une enquête pour trahison. Mais côté français, le silence est assourdissant. L'entente européenne n'a pas de prix. Il est aussi question de l'école ce matin dans la presse. Oui, alors que le Figaro évoque le seul différent officiel entre la France et l'Allemagne, la disparition des classes bilingues, Libération publie un reportage sur ces jeunes de Marseille, issus de familles musulmanes, mais inscrits dans une école catholique. À la Tour-Sainte, dans le 14e arrondissement, ils représentent 75% des élèves. Parce que les parents cherchent un meilleur encadrement, plus d'exigences, parce qu'ils ont l'impression qu'on respecte leur foi, même si elle ne s'exprime pas. Et puis une mère explique, au lycée Nord, le lycée public, les garçons n'ont que la religion à la bouche, dit-elle. Les gamines se voilent presque toutes à la sortie, à les entendre tout est haram, tout est péché, ça me fiche une peur bleue. Alors quand des familles viennent chercher une laïcité apaisée dans les établissements catholiques, c'est que vraiment l'école va mal. C'est en première page du Parisien aujourd'hui en France ce matin, les rapports hommes-femmes. Mais oui, en une du Parisien, salaire homme-femme, les inégalités, on la vie dure. Mais en fait, oui, parce qu'à poste équivalent, encore 10% d'écart. Mais en fait, les rapports hommes-femmes, on les trouve un peu partout dans la presse ce matin. Dans le magazine Cosette, par exemple. D'abord, à propos de la longueur des jupes, le magazine s'agace de ces collèges où l'on considère la jupe longue comme un signe religieux ostentatoire.
noire. C'est d'ailleurs la une de l'Ardennais ce matin aussi. Exclue du collège pour une jupe trop longue. Alors Cosette illustre l'article avec une campagne publiée par une étudiante canadienne, une photo de sa jambe dénudée, et puis les différentes longueurs possibles et le jugement qui leur est associé. En bas, matrone, puis prude, puis vieux jeu, au genou, approprié, puis plus haut, provocante, salope, puis carrément pute. Mais le magazine consacre aussi, et là c'est plus problématique, un dossier à un concept particulier, le sexisme bienveillant que les lectrices sont invitées à traquer. Avec ce constat, je vous cite l'article, les hommes les plus hostiles à l'égalité se révèlent être les plus gentils. Vous savez, c'est le salaud chevaleresque qui vous tient la porte et qui vous invite au restaurant, c'est quand même infâme. Alors la réponse, on la trouve sur le site Causeur, un article signé Altana Otlovic. 100% des femmes harcelées, alors je n'existe pas. Nous vivons, dit-elle, dans une société où la confusion entre séduction et harcèlement s'est normalisée. Alors elle dit qu'elle assume ses 20 ans, son tour de poitrine sans bon essai, et qu'elle déplore que beaucoup se sentent agressés à la moindre approche, n'hésitant pas à dégainer le mépris le plus glacial, a fortiori quand le dragueur est un paria de la société. Au contraire, elle invite à sourire à l'homme qui vous désigne parmi la foule. Et après le sourire, le clin d'œil. Oui, parce qu'on peut vous désigner ailleurs que parmi la foule. Le Parisien dégaine une étude prouvant que 12% des Français ont déjà dragué dans un ascenseur. C'est vrai. Et même 4% y ont fait l'amour. Oui, alors je ne sais pas ce que vous faites dans les ascenseurs, mais je monte ou je descends. On peut se douter que la contrainte développe l'imagination. Draguer entre le deuxième et le troisième, ça nécessite un peu de fulgurance. Oui. Bon, il y a aussi 18% qui ont été surpris dans une situation gênante. On vous laisse imaginer se gratouiller devant la glace, remonter un collant, etc. Mais ils sont tout de même surtout 33% à vivre la situation décrite par Pierre Desproges dans un célèbre sketch. Vous savez, la gêne de se retrouver avec un inconnu dans un espace exigu. Et souvenez-vous comment il concluait. Et je me tournais vers le plafond, dont la totale platitude n'était pas sans rappeler les plus belles pages de Philippe Solers. Et toc, merci. La revue de presse, Natacha Polony. Merci Natacha. Merci. Demain. À demain.